Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la lutte collective contre le gel en viticulture. C'est un webinaire qui s'inscrit dans un projet Webineuve qui est porté par la Fédération des CUMA Bourgogne-Franche-Comté, subventionné par la région, avec dans l'objectif de faire une série de webinaires agricoles pour mettre en avant des thèmes innovants qui sont portés par nos CUMA en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc pour que cette les diapos ne déroulent pas. Pour que ça se déroule au mieux, donc quelques règles si vous ne parlez pas, de couper le micro pour pas qu'on ait d'interférence. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Vous avez en bas une petite barre là avec différentes options. Vous avez la petite main qui vous permet de lever la main, ou alors vous pouvez écrire en direct vos questions sur le chat et puis je me chargerai de les lire. Vous pouvez évidemment intervenir à tout moment pour poser vos questions, hein. Et puis, si vous ne captez pas bien, vous pouvez couper votre caméra pour améliorer la bande passante. Voilà. Donc, au programme de ce webinaire, là, dans l'heure qui vient, on va avoir une présentation de Marie Spetebrotte de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, qui va nous présenter qui est chargée de missions sur le changement climatique, et donc qui nous présentera les différentes méthodes de lutte existantes en collectif contre le gel en viticole. Et puis on aura ensuite un retour d'expérience dans le Chablisien avec Jean-François Bordet, qui est président de CUMA dans Lyon et qui a participé à la mise en place des CUMA, de 4 CUMA qui se sont équipés de tours anti-gel. Voilà, Marie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Oui, c'est tout bon, ok. Donc, bonjour à tous, merci d'être là avec nous en ce début d'après-midi. Donc, comme Camille l'a dit, moi je suis chargée de mission changement climatique à la Chambre de Saône-et-Loire depuis 2 ans maintenant, et je m'occupe donc de tout ce qui est animation de projet et conduite d'expérimentation sur de l'adaptation au changement climatique, de l'atténuation, avec surtout une partie bilan carbone, et puis tout ce qui est gestion des aléas, donc aussi bien gel, grêle que échaudage. Donc là, on va parler du gel aujourd'hui ensemble cet après-midi. Donc juste un petit sommaire, voilà, pour commencer. Je vais surtout vous parler en fait de la plaquette nationale qu'on a remis à jour l'année dernière avec des collègues. Donc je vais vous expliquer ça. Et du coup, de cette plaquette, on a constitué tout un référentiel pour savoir comment lutter contre le type de gel auquel on fait face. Donc, je vais vous rappeler rapidement les différents types de gel pour bien qu'on sache où on se situe, et ensuite les moyens de lutte active. Je vais reprendre un petit peu tout, et ensuite on rediscutera ensemble des moyens disponibles en collectif, qui ne sont pas forcément très nombreux, mais dont on pourra discuter après, même à travers des questions. Je te laisse passer. Je ne sais pas si je peux prendre la main sur le... Non, tu n'as pas le droit. Enfin, j'aurais dû te l'envoyer en amont, mais comme c'est mon écran qui est partagé, c'est pas grave. Tu me faire un petit son. Oui, pas de souci. Donc du coup, dans le cadre du programme CASDAR, sur l'année 2024-2025, j'ai animé une mission nationale qui a eu pour objectif de mettre à jour une plaquette déjà existante sur les moyens de lutte contre le gel printanier, qui datait de 2017. Et donc, pour ça, j'ai travaillé avec des collègues de différentes chambres. On a constitué un groupe de travail vraiment avec des personnes qui avaient des références sur différents essais, différents types de luttes, et qui du coup pouvaient participer à tout ça, parce que moi ça faisait pas très longtemps que j'étais là, donc j'ai surtout coordonné ça, mais c'est surtout grâce à eux que tout ça a pu être monté. Donc du coup j'ai travaillé, voilà, avec la chambre de Gironde, de Côte d'Or bien sûr, plutôt du Sud aussi, le CIVC, enfin voilà, on a eu quand même une grosse relecture générale aussi par Jean-François Berthoumieux, et du coup la version finale est sortie en mars 2025. Donc, je te laisse passer. On reprendra cette plaquette du coup à la fin. J'ai mis un petit QR code pour que vous puissiez y avoir accès. Donc si on repart sur les différents types de gel, on a donc des gelées radiatives et des gelées advectives. Les gelées radiatives sont vraiment caractérisées par la perte du stock de chaleur du sol,
qui est accumulé pendant la journée par rayonnement solaire. Donc là, on a vraiment une inversion thermique. C'est le type de gel assez habituel qu'on voit au printemps, lorsque le ciel est dégagé et qu'on a quand même une présence de rosée en général. Donc, on a justement ces deux sous-types qui découlent de ça, gelée radiative blanche, avec du coup la température du point de rosée supérieure à 2,2 degrés, et la gelée radiative noire, qui là pour le coup est un peu plus difficile pour lutter contre, avec un taux d'humidité relativement faible. On a ensuite les gelées advectives, qui sont vraiment caractérisées par une présence de vent et pour lesquelles il n'y a aucune inversion de température en altitude. Le vent mélange déjà les couches d'air, donc ça limite vraiment l'utilisation de certains moyens comme les tours antigel et leur efficacité dans tous les cas. Et voilà, on est vraiment face à une grande masse d'air froid dont la température va être inférieure à 0 degré. Donc voilà pour les deux types principaux. Juste après, j'ai remis normalement le schéma voilà, qui est issu de la plaquette qu'on a un petit peu revue pour mieux comprendre ce fonctionnement. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir vraiment cette représentation des deux types de gel. Et donc le gel contre lequel on va venir lutter majoritairement avec les différentes solutions, les différents leviers, ça va être les gelées radiatives. Donc, globalement, on a revu tous ensemble comment déterminer vraiment son moyen de lutte, parce que c'est quelque chose d'assez important pour pouvoir être efficace. Donc le premier objectif, ça va être de réaliser quand même un diagnostic parcellaire rapide, donc de prendre en compte tout le matériel végétal et son microclimat. Donc on va pouvoir par exemple effectuer des cartographies au moins assez visuelles des zones sensibles, en prenant en compte tout ce qui est date de dépourrement et parcelles historiquement gélives. Ensuite, on va aussi prendre en compte évidemment l'orientation, la topographie et l'influence de l'environnement parcellaire en identifiant les couloirs de froid, tout ce qui est secteur vallonné avec pente qui présente un risque différent. En fonction des IAE qui sont présentes, des infrastructures agroécologiques, on a aussi un risque qui est différent et qui peut possiblement être atténué ou aggravé selon, si on a des haies par exemple, leur densité, leur hauteur, la perméabilité, tout ça. Et on va aussi prendre en compte l'état hydrique des sols. Donc, par exemple, on sait qu'on a des sols, les sols très drainés sont plus sensibles au gel, et les sols humides, donc non détrempés mais humides quand même un petit peu, sont plus conducteurs de chaleur et vont plutôt limiter les baisses de température. Le deuxième objectif, ça va être quand même de s'équiper d'outils de prévision, de détection, donc tout ce qui est outils d'aide à la décision, et puis évidemment, indispensable, des sondes météo, des capteurs météo, les stations, voilà. Il en existe de plein de types selon le besoin, et ça va permettre vraiment d'anticiper le risque, de pouvoir déterminer comment lutter. Donc, je vous ai juste remis là les seuils de... C'est le troisième gros objectif, c'est bien connaître quand même les seuils de déclenchement et de sensibilité de la vigne. Donc là, on a les différences de sensibilité selon les stades phénologiques et selon la situation rencontrée, donc conditions sèches, conditions humides, comme on l'a vu tout à l'heure, donc plutôt gelée blanche ou gelée noire. Et les conditions qui sont décrites comme humides là dans le schéma se situent au-delà de 70% d'hygrométrie. Donc tous les seuils après sont précisés en température sèche. Et donc la vigne est sensible au gel dès le débourrement, bien évidemment, et surtout au moment où on a l'apparition de premières jeunes feuilles très riches en eau. Donc ça, c'est quand même un stade auquel il faut déclencher assez rapidement. Et du coup, ici, on a un petit schéma un peu de clé de détermination de notre risque de gel qui avait été remis dans une plaquette du comité de Bourgogne. J'ai mis BGD, mais c'est le comité de Bourgogne maintenant. Donc, en fonction du type de gel annoncé et du stade de sensibilité, les moyens de lutte existants vont évidemment présenter plus ou moins d'efficacité. Ce ne sont évidemment pas des solutions qui sont universelles. Ils nécessitent tous une analyse vraiment pointue quand même des besoins techniques, économiques et environnementaux aussi, en fonction des secteurs et en fonction des exploitations. Donc c'est vraiment essentiel d'identifier la nature du gel et un peu le stade où on se situe avant de déployer une stratégie de protection pour éviter de dépenser de la ressource en énergie et en argent inutilement. Donc là, on a cette petite clé de diagnostic qui est plutôt pas mal faite.
Au niveau des types de lutte, du coup, très rapidement, on a la lutte passive et la lutte active. Au niveau de la lutte passive, c'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir faire en amont pour venir prévenir tout ce qui pourrait être dégâts de gel si jamais il y a un risque qui est annoncé. Donc au niveau par exemple du sol, on va éviter de venir tondre et ou travailler le sol environ 1 semaine à 5 jours avant l'annonce d'un risque de gel. Pour ce qui est des couverts, par exemple, on va privilégier tout ce qui est semi-précoce, avec des variétés qui terminent leur cycle au plus tard courant mars. On va pouvoir rouler les couverts, par exemple, si le gel est annoncé tardivement et qu'on ne peut plus les détruire parce que du coup, on est trop proche de la date du risque de gel. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Donc, tout est quand même pas mal en rapport avec les sols, avec les modes de conduite et puis la gestion des IAE, comme on disait au début. Et du coup, au niveau de la lutte active, dont on va beaucoup plus parler aujourd'hui, on va avoir 4 grands types. Nous, on les a regroupés comme ça dans la plaquette. Donc, le brassage d'air, les moyens de chauffe, l'aspersion et les systèmes de couverture et lutte physique, entre guillemets. Donc là, je vais vous redétailler un petit peu tout ce qui est possible de faire avec tout ça. Et ensuite, on reverra vraiment ce qui s'adapte au collectif. Donc là, j'ai remis donc, pour chaque mode de lutte des avantages, des inconvénients, plutôt point d'attention, limite, on va dire. Et à la fin, il y a vraiment un récapitulatif avec les coûts, l'énergie utilisée et tout ça. Donc au niveau des tours anti-gel, on a quand même une protection qui peut aller jusqu'à moins 4 degrés quand on est sur des tours fixes. Les tours mobiles ont quand même un rayon d'efficacité moins important. Enfin voilà, elles vont à peu près jusqu'à du moins 3 degrés sur 0,2 à 2 hectares contre à peu près 4 hectares pour une tour fixe, d'où là l'intérêt de fonctionner en collectif ou d'avoir son parcellaire totalement situé autour de la tour, mais c'est quand même un peu plus rare. Et on a quand même un allumage qui se fait aux alentours de plus 2, plus 3 degrés pour déjà commencer à déplacer l'air chaud avant qu'on arrive beaucoup trop dans le négatif, quoi. On a la méthode de lutte de l'hélicoptère qui est quand même moins employée. Voilà. C'est peut-être quand même aussi un peu moins fiable. On a un coût qui est très élevé et des grosses. Des choses qui empêchent un petit peu parfois d'utiliser cette technique. Voilà, le vol qui peut commencer que 30 minutes maximum avant le lever du soleil. L'impact sonore environnemental qui est assez important. Et puis, dès qu'on a un tout petit peu de vent ou de l'absence d'air chaud en altitude, c'est plus du tout efficace. Pour les tours anti-gel, c'est un peu pareil par rapport au vent. Faut quand même faire attention voilà, au niveau de leur efficacité et même de la casse. Hein. Mais voilà un petit peu pour le brassage d'air, première partie. Et du coup, on avait fait aussi une partie dans la plaquette Bien vivre ensemble autour du brassage de l'air. Donc avec des flyers qui avaient été faits par la CA de Gironde. Vous pourrez retrouver, notamment avec les problématiques riverains et tout ça. Donc on arrive sur les systèmes de chauffe. Donc là, on va être des choses un peu plus, des solutions un peu plus individuelles. Donc les fils chauffants ou câbles infrarouges, on a quand même une plutôt bonne protection en général puisqu'on est vraiment très près des bourgeons. Et on va avoir cet effet de chauffe juste à côté, donc il va pouvoir permettre d'augmenter la température jusqu'à plus 8 degrés en fonction de là où on en est. Et c'est plutôt satisfaisant au niveau impact environnemental. Par contre, nous, on en a par exemple sur le domaine expérimental du coup de la chambre à Ruy. On a des fils infrarouges ProLight et c'est vrai que ça nécessite quand même une maintenance. Voilà, il faut pouvoir les installer au bon moment, certes, mais après, il faut tout rembobiner et faire un retrait avant la saison, bien sûr, parce que on n'a quand même pas une grosse résistance aux UV et aux produits phyto. Donc voilà, et c'est un système qui est plutôt adapté aux parcelles qui n'ont pas forcément une grosse pente, sinon ça peut être un peu compromis. Après, on a la technique des bougies. Je ne vais pas forcément revenir dessus parce que je pense que vous connaissez ça très bien. Et voilà, ça nécessite quand même beaucoup de main-d'œuvre. C'est assez pénible d'aller tout déposer, tout allumer, tout reprendre. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, mais en même temps, là où on ne peut pas mettre autre chose, ça vient quand même sauver ce qu'on a à sauver. Donc voilà, limite à tout. Pour les autres systèmes de chauffe,
Du coup, on est sur effectivement les chaufferettes, qui sont très souvent au final utilisées aussi, dans une stratégie de combinaison avec d'autres dispositifs, donc comme les tours antigel. Parce que, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir des points de chauffe autour des tours. Ça permet de maximiser l'efficacité et donc elles sont souvent utilisées dans ce cas-là, mais elles peuvent aussi être utilisées dans les rangs de vignes et elles protègent à peu près à la même efficacité que des bougies. Et ensuite, on a tout ce qui est, système émetteur d'air chaud associé à un ventilateur. On les a appelés comme ça parce qu'il y a plusieurs modèles qui sont en développement. Mais voilà, pour l'instant, nous, on n'a pas vraiment de données précises là-dessus. Aucun essai n'avait été fait et c'est un peu le même fonctionnement au final qu'une tour avec, un point de chauffe en dessous, un ou plusieurs, mais pour des plus petites surfaces. Donc voilà, après, déplaçable aussi plus facilement et ça peut permettre de protéger, une parcelle vraiment particulièrement gélive, voilà. Et on est quand même sur des tarifs, bien en dessous des tours. Au niveau de l'aspersion, du coup, là, on est sur, clairement la technique, la plus efficace, avec, une protection jusqu'à du -7 degrés. La Champagne, le comité Champagne a créé des abacs de déclenchement, parce qu'eux, c'est une technique, qu'ils ont pas mal déployée, sur le vignoble et où du coup, ils ont pu vraiment travailler sur, les calculs à faire au niveau des volumes d'eau et cetera et voilà, on va avoir l'eau qui se dépose sur le végétal et qui va se transformer en glace et donc c'est le passage de l'état, liquide à l'état solide qui va provoquer une libération d'énergie, heu, qui permet de maintenir, les bourgeons ou les jeunes pousses à une température, de 0 degré, voire un peu plus, qui du coup leur permet de survivre. Par contre, donc ça a beau être une technique très efficace, c'est une technique très contraignante parce que, faut vraiment maîtriser, la technique, sur le bout des doigts, allumer au bon moment, avoir les quantités d'eau nécessaires. Et puis, voilà, on a toujours le vent et l'humidité qui peuvent créer des petits soucis, un peu comme tous les autres moyens, mais voilà, il faut vraiment une grande maîtrise de cette manip, pour pouvoir, rendre, la solution efficace, quoi. Du coup, on arrive au système de Pardon, dis-moi? je te recoupe, je reviens juste sur pardon, l'aspersion. Oui, Est-ce qu'au niveau du cahier des charges des appellations, ça c'est, entre guillemets «autorisé»? Est-ce que c parce que je ça pense pourrait que être ça assimilé à de dépend l'irrigation, tu sais, ouais, mais je pense que ça dépend vraiment des secteurs. Ça, pour le coup, niveau réglementation, je sais qu'il y a des choses, un peu, voilà, selon les ouais. les les secteurs, les ODG, après, ce qu'on conseille aussi dans la plaquette, c'est vraiment de prendre contact avec, les personnes spécialisées, sur les secteurs pour voir, comment mettre ça en place, quoi. Et pour le coup, moi, j'ai jamais travaillé dessus, donc Oui, il y a je pas de cas, en Saône-et-Loire, non, où ça a été non, non. utilisé? D'accord. Alors, dans la vallée du Loir, j'ai Ouais, 3 climats, moi, qui sont équipés comme ça OK. et heu et donc c'est vrai que alors certaines climats ont aussi créé des retenues collinaires pour pouvoir pomper, en fait, hein. Disons qu'en à la période, donc c'est assigné à l'aspersion, ce serait à partir du mois de mai ou juin, ce serait de l'irrigation. Donc c'est pour enfin nous en tout cas Ah en oui, vallée du d'accord. Loir, nos appellations, j'en ai sur plusieurs appellations effectivement, on peut, hein. Mais comme ça a été dit, c'est quasiment 30 mètres cubes par heure, le bas débit qui maintenant est autorisé par les DDT, s'ils sont plutôt à 20-22 mètres cubes heure. Ouais. Et effectivement, je reviens le problème du vent. On a vu, toutes nos bordures de parcelles congelées, ça devait être en 2021 parce que la vitesse de séchage était, plus importante que la vitesse de congélation OK. du vent Ah oui. Ah oui. et c'est un moyen très efficace. Voilà, le seul souci qu'on a eu, c'est vraiment il me semble que c'est 2021 où il y a eu du vent et Ouais, là, ouais, ouais, c'était du gel complètement ouais, adjectif, ouais. OK. L'intervenant qui va suivre, il a sa CUMA est en aspersion, D'accord, OK. section aspersion. On va peut-être lui poser la question pour le Ah retour bah, oui, d'Orion. oui, trop chouette. Et oui, oui, il y a toujours des contraintes de toute façon, enfin, sur toutes les méthodes de lutte, mais Il me c'est semble vrai qu'il y que a au moins des contraintes calendaires. mmh. Mmh. Oui, en fait, selon la saison, ça peut être assimilé ou pas, Oui. à l'irrigation, ça semble logique. Ouais, OK. ouais, ouais, complètement. Oui, parce que l'installation en place, bon, bah, voilà, on peut Ouais. la retirer à chaque fois. Donc voilà pour l'aspersion. Bon, bah, on pourra reposer nos petites questions après aussi.
Et du coup, quand on arrive sur les systèmes de couverture et de lutte physique, nous, on a surtout référencé du coup les voiles d'hivernage, enfin voilà, les voiles de couverture et les stimulateurs foliaires. Donc au niveau des voiles d'hivernage, on en a un peu de deux types, des voiles non tissées et des voiles tissées. Et du coup, on a une durée de vie qui est un peu différente. C'est aussi enfin voilà, une durée de vie qui peut être affectée parfois avec la grêle, le vent, enfin voilà, si on a d'autres aléas qui se mettent aussi à arriver, ça peut être un petit peu compliqué. Mais on peut quand même avoir une protection jusqu'à du moins 4 degrés à peu près. Et voilà, pas de déploiement évidemment en conditions advectives aussi, à cause du vent. Et un des petits soucis qui a pu déjà être observé sur des essais, surtout à la TV49, c'est une accélération de la reprise de végétation. Ça peut arriver et du coup amener ce décalage à être poursuivi sur les autres stades. Voilà, et pour les stimulateurs foliaires, on n'en a pas forcément trop parlé non plus parce qu'on a une efficacité qui est très variable, donc ça existe. Ça peut être utilisé majoritairement en complément pour s'assurer aussi de l'efficacité de la première méthode qu'on utilise, mais globalement, voilà, on a une efficacité variable et assez faible. Donc voilà, c'est censé quand même stimuler les défenses du coup de la vigne et sa tolérance du coup au seuil de sécheresse. Mais bon, c'est encore voilà, à discuter. Il y a plusieurs produits qui existent. Voilà, c'est assez discutable. Et donc on peut passer au récapitulatif, ouais, et aux possibilités qui existent en collectif. Je ne sais pas si vous voyez très bien du coup le tableau. Mais du coup, donc là, on avait tout récapitulé en fait, le brassage d'air, le chauffage et juste ensuite l'aspersion et les méthodes de protection physique plutôt. Et donc voilà, après là, si vous avez des questions sur les coûts, des choses comme ça, on a tout récapitulé, la protection, l'énergie qui est utilisée et puis voilà le coût. Après, bien évidemment, il faut réfléchir tout ça avec comme on l'a dit au tout début, l'orientation, la topographie, tout ça. Donc on va peut-être parfois privilégier des moyens de lutte au coût plus élevé, mais qui seront bien plus adaptés au type de la parcelle aussi. Et c'est super important de regarder ça avant tout. Et donc, du coup, ce qui est plutôt adapté en collectif, ça va être du brassage d'air, forcément, avec des tours fixes ou mobiles. Voilà, de l'hélicoptère, pourquoi pas. Mais c'est en général, les projets qui se construisent sont quand même autour de ça. On a aussi quand même certains systèmes de chauffage, donc les chaufferettes qui peuvent être quand même disposées de manière à couvrir toute une zone. Les systèmes émetteurs d'air chaud et les canons, on n'en a pas forcément trop parlé non plus, mais il y a aussi la thermonébulisation qui existe. Donc voilà, l'efficacité est quand même assez variable aussi, mais c'est des choses qui existent dans des pumas chez nous. Et où voilà, donc ils sortent tous ensemble le thermonébulisateur. Et en fait, on tourne autour de la parcelle. Donc, il faut avoir aussi cette possibilité-là de tourner dans la chantre pour recouvrir la parcelle d'un brouillard qui va venir faire un peu comme un effet d'aspersion, de maintenir en fait les bourgeons humidifiés et au-dessus d'une certaine température. Mais ça ne peut pas être utilisé tout le temps non plus. Enfin voilà, c'est pareil. Si les sols sont complètement détrempés, on ne peut pas venir tourner avec le tracteur autour. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et au niveau de l'efficacité, on n'a jamais trop pu mesurer non plus nous là-dessus parce qu'à chaque fois où ça a été utilisé, il n'y a pas vraiment gelé. Donc voilà. Et puis après, tout ce qui est système plutôt de protection et tout sur les diapos d'après, voilà, là, c'est un peu plus difficile quand même en collectif. Bien que ça puisse quand même être réfléchi, l'aspersion, je ne sais pas trop, mais voilà, globalement, ce sur quoi on a travaillé. Et donc, sur la plaquette, il y a aussi pas mal de résultats d'essais, de petites micro-plaquettes dans des QR codes, selon les thématiques, pour aller un peu plus loin et voir qui a travaillé sur quoi et quels résultats d'essais ont été faits là-dessus. Voilà, au-delà du coup et tout ça, c'est aussi intéressant d'avoir certaines situations où ça a été réalisé. Et puis, j'ai pas parlé non plus de tout ce qui était, surtout sur la lutte passive, taille tardive et tout ça, mais évidemment, c'est des choses qui sont possibles à faire. Mais du coup, là, vraiment, c'est propre à chaque exploitation, quoi.
Il y a Anthony qui nous indique dans le forum là, que le brouillard a tendance à glisser en fond de vallée. Oui, aussi. Les thermonébulisations qu'il a ajouté ça, oui. Ouais, complètement. Donc c'est aussi très très dépendant des conditions de la parcelle de base et voir si c'est adapté ou pas, parce que ça peut vraiment parfois créer encore plus de soucis, comme quand on a par exemple des haies en bas de parcelle ou quelque chose comme ça et qu'on va venir souffler alors qu'il y a déjà un couloir de froid et qui va venir s'accumuler, c'est encore pire. Enfin, voilà. Donc une étude à mener. Ok. Merci Est-ce beaucoup, qu'il y a Marie. des questions? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Je pourrais peut-être pas répondre à tout, mais donner les contacts en tout cas de ceux qui ont participé aussi à la rédaction. J'aurais une question sur les tours mobiles. Avez-vous des retours d'utilisateurs alors sur notamment des terrains qui ne seraient pas plans, des terrains en pente et l'adaptation du matériel dans ces conditions? Alors, moi, j'ai pas vraiment de retour là-dessus. Les tours que nos VT ont sont quand même positionnés sur des endroits plutôt. Il n'y a pas forcément vraiment de pente. Et pour le coup, moi, j'ai jamais monté de projet autour de ça pour le moment. Donc, je ne pourrais pas trop répondre à ça. Après, il faut peut-être que je regarde dans des essais qui avaient été faits avant. J'ai pas la réponse. Anthony a levé la main. Oui, nous, Centre Val-de-Loire, j'ai 2 CUMA qui ont 70 tours antigel mobiles. On parle bien des antigel mobiles. C'est la plupart dans des endroits plats. Autant on a des tours antigel fixes qui vont être dans des endroits en rajoutant l'option des pales inclinables de 8 degrés qui vont pouvoir être placés dans un endroit un peu plus vallonné, mais en tout cas les tours antigel mobiles, j'en ai sur Mont-Louis et sur Chinon, et c'est vraiment des endroits qui sont plutôt assez plats. Oui, parce qu'après, pour tout stabiliser, tout ça, puis comme c'est des tours qui sont quand même moins hautes et qui ont peut-être aussi une efficacité un peu moindre, peut-être que c'est un peu plus compliqué au niveau de la pente. Je ne sais pas. Et est-ce que les utilisateurs de ces tours mobiles ont des points de chauffe autour de ces tours mobiles? Alors, dans les cas que je connais, on a vu ces tours antigel mobiles qui, en cas de gel radiatif, on a notamment en 2021, et là, de toute façon, il faut obligatoirement un point de chauffe, parce que sinon, tour fixe ou tour mobile, on refroidit la parcelle. Moi, je pense que c'est quand même, pour avoir du coup pas mal discuté avec le groupe de travail, c'est surtout Thomas Chassin qui travaillait là-dessus aussi, et c'est quand même indispensable d'avoir des points de chauffe en général. Ça va vraiment maximiser l'efficacité et multiplier les points de chauffe autour des tours. C'est toujours mieux que d'avoir un gros point de chauffe proche, quoi. Je sais pas si après c'est comme ça dans tous les vignobles non plus ou pas, mais ce qu'on avait discuté, c'était surtout là-dessus, quoi. D'accord, merci. Merci Marie. Tu restes avec nous, comme ça s'il y a des questions. Oui, tout à fait. Puis ça m'intéresse bien la suite. Merci beaucoup. Je vois que Jean-François s'est connecté. Oui, Mathilde, tu voulais prendre la suite? Oui, donc on a fait un peu une collecte de l'existant en Bourgogne-Franche-Comté. Donc globalement, on a les 4 CUMA de Chablisien, là, de Maligny, qui vont vous être présentés en visiter juste après, qu'on est tours. Alors c'est pas une tour fixe, hein, c'est X tours par CUMA, avec une 50aine au total. Et il y a la CUMA des Coteaux du Génois dans la Nièvre, et justement c'est 3 éoliennes mobiles, c'est bien ce qui me semblait. Non, c'est pas des tours mobiles du coup, c'est une tour fixe et des éoliennes. Je sais pas les nuances, mais peut-être à prendre contact avec eux, avec l'animatrice de la Nièvre si besoin. Voilà. Donc on va passer au retour d'expérience. Donc je vais commenter le diapo. Après Jean-François, t'hésites pas à m'appuyer
si besoin. Voilà. Donc on a dit c'est 4 CUMA, une trentaine de domaines. C'est au nord-est du Chablisien. Et du coup, c'est les plus exposés au vent de l'Est, d'où le projet. Donc en chiffre d'affaires globalement, 94, entre 91 et 103 000 euros. Sachant que la CUMA de Maurenne, elle a 2 sections. Elle a les tours antigel et là, on a une autre. Donc la jeunesse du projet, c'est les gelées qui ont été assez importantes, qui ont été connues en 2016, 2017 et 2021. Plus l'opportunité des fonds France Agrimaire. Et c'est ce que je viens de dire, l'exposition au vent. Jean-François, tu as des choses à ajouter au contexte? Ok. Attends, tu Oui. m'entends là? Ouais. Oui. J'avais coupé mon micro, excuse-moi. Donc, bonjour à tous, déjà, excusez-moi du retard. J'avais déjà une réunion avant. Non, pour l'instant, je te laisse présenter, Mathilde, et puis j'interviendrai à la fin, je pense. Oui, très bien. Donc, une cinquantaine de tours, 220 hectares, 45 000 euros d'investissement par tour. Et le mode d'engagement, donc c'était à la surface pour les 4 CUMA. Donc on était à 1 700 euros de l'hectare. Donc c'est un projet qui s'est fait en plusieurs étapes. Il y a la réflexion qui a été initiée par un noyau dur, dont Jean-François. Il y a eu des visites d'installation, plusieurs devis demandés. Il y avait eu un cahier des charges qui avait été fait. Par exemple, la source de chaleur vendue par le même distributeur. Et en 2022, on a créé les 4 CUMA pour optimiser les financements agrimaires. Avec une organisation par secteur, du coup, et le prorata de l'engagement. Pourquoi la source de chaleur par le même distributeur? Alors, en fait, on ne savait pas qu'on était... On aurait pu prendre effectivement un autre distributeur, mais on pensait que c'était lié, quoi, à l'époque. En fait, on pensait pas qu'on pouvait dissocier la source de chaleur et les éoliennes. Maintenant, on le sait qu'on peut faire ça. Mais à l'époque, un peu par manque d'information, aussi par précipitation. Oui et non, mais en fait, comme Mathilde l'a dit, donc 2021, on avait déjà eu... en fait, ça remontait à 17. En fait, après le gel de 17, on avait commencé à vouloir s'équiper, se structurer. En fait, après 18, 19, 20, on gèle pas. Donc les gens, en fait, ils ont la mémoire courte. Donc ils disent, tout se passe bien. On a eu un coup de 17, on a gelé, mais demain, le gel, en fait, c'était une année, ça ne reviendra pas. Puis 21, catastrophe. Donc là, pas tout le monde, un noyau dur se constitue. J'en suis à l'initiative d'ailleurs. On part visiter des éoliennes. Et puis après, par contre, à Maligny, les gens, ils voulaient bien investir dans de l'éolienne, mais ils voulaient être une source de chaleur. Certains disent, en fait, il y a un sujet là-dessus. Il y en a des qui disent que ça ne sert à rien, d'autres qui disent. Si vous discutez avec les gens du Centre-Loire, il y en a qui vont vous dire qu'il faut la source de chaleur, et puis d'autres, ils vont vous dire que ça ne sert à rien. Donc, ça, c'est un grand débat. Nous, en tout cas, dans notre projet, il fallait la source de chaleur. Et surtout, c'est qu'à l'époque, il y avait des aides de la région et on ne savait pas si France Agrimaire allait faire pour 2 ans, 5 ans ou 10 ans. En tout cas, on avait des aides contre les aléas, pour lutter contre les aléas climatiques. Et donc, il fallait vraiment déposer les dossiers rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'après, en fait, quand on nous a proposé le tout clé en main, source de chaleur avec les éoliennes, on a dit on prend la même personne. Parce que comme ça allait plus vite. Mais en fait, maintenant, vous pouvez dissocier. Vous pouvez très bien prendre des tours par un fabricant et la source de chaleur par un autre. Parce qu'en fait, c'est 2 constructeurs différents. En fait. D'accord. Merci. De rien, c'est un plaisir. Ok. Donc ça, c'est un peu le mode d'emploi, d'organisation des CUMA. Donc chaque adhérent est responsable de moins une tour, oui. Fonctionnement de la tour, signalement des pannes. Le responsable est aussi responsable de la gestion du remplissage de la cuve de gaz et de l'alimentation des chaudières en pellet. Quand il y a un épisode de gel annoncé,
Donc oui, il y a tout un réseau de stations météo. Il me semble que vous en avez racheté en plus du réseau existant de la Chambre, Jean-François. Oui, on a notre propre réseau de fonctionnement parce que en fait, déjà les sondes synchropes sont pas forcément les plus efficaces pour le gel. Donc nous, on a notre propre réseau Oui. de sondes gel, on va dire. Et puis effectivement, après, on l'a quadrillé encore un peu plus suite à l'installation. Alors après, maintenant, on s'aperçoit qu'en fait, il est presque trop quadrillé. Donc, en fait, on va peut-être revenir un petit peu en arrière. Parce qu'en fait, chaque viticulteur a voulu en mettre en gros dans ses vignes. Et puis, en fait, il faut les mettre. Moi, c'est ce que je suis en train de préconiser. La réunion qu'on va avoir, Mathilde, la semaine prochaine, moi, Oui. je vais dire. En plus c'est Macuma, moi, tu sais, de l'aspersion qui paye toutes les communications. Et ça en fait vraiment. Et l'idée, c'est en fait, maintenant, c'est de les mettre. Parce qu'empiriquement, on connaît bien son secteur et on sait où les coins sont les plus froids, donc c'est de les mettre dans les endroits stratégiques en fait. Ça sert à rien d'avoir. D'accord, oui. Nous, on a peut-être, je sais pas, 35 sondes maintenant, alors qu'en fait, on en aurait 15, ça suffit quoi. Ok. Bon, après, au début, c'est jamais simple, tout le monde veut une sonde, alors bon, on dit oui parce que on dit oui à celui-là, après on dit oui à l'autre, et puis voilà, on finit avec 35 sondes quoi. Et les sondes, elles sont dans les CUMA du coup? Alors les sondes, il y a des sondes, non, souvent elles ont été payées par. Il y a des sondes qui ont été payées par les CUMA. Oui. Mais il y a des sondes qui ont été payées par les viticulteurs parce qu'elles étaient déjà en place avant. Parce qu'en fait, il y avait des gens avant le système. Parce que ce qu'il faut expliquer à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, c'est qu'avant le système des tours antigel, il y en avait qui avaient des chauffages avec des bougies dans certains endroits. Donc en fait, on avait des sondes. On avait déjà des sondes parce que ceux qui protégeaient, moi le premier par exemple, j'avais déjà des sondes. Donc du coup, et puis après, il y en a qui en ont mis parce que quand ils ont vu le système de tours, ils se sont dit, moi je veux quand même mettre des sondes dans mes vignes pour savoir ce qui se passe. Après, là dans le projet, s'il y a un projet, parce que je pense que c'est ça, hein, la réunion du jour, c'est s'il y a un projet qui doit se faire en commun, ce qu'il faut, c'est bien quadriller votre secteur, les mettre à des endroits stratégiques, mais vous n'avez pas besoin d'avoir des sondes. Je veux dire, nous, on est arrivé à 35 sondes, c'est une hérésie, quoi, parce qu'en plus, parce que les sondes, en fait, elles appellent automatiquement. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que les sondes les plus froides appellent les présidents. Parce qu'après, vu que le président envoie sur le groupe WhatsApp qu'il faut faire quelque chose, on n'a pas besoin d'appeler tous les viticulteurs. Et là, on en arrive, je sais pas, moi, je pense que j'ai toujours pas le. Vous avez trop d'alertes maintenant, c'est ça? La semaine prochaine, je crois que j'ai demandé, mais il n'a toujours pas répondu. Là, celui qui gère les sondes, mais je pense qu'on a 10 000 appels, quoi. Ah oui. À mon avis, c'est ça, quoi. Donc, en fait, ça fait 10 000 communications à payer, quoi. Donc, il y a un moment donné, alors même si c'est zéro, je ne sais plus combien de centimes, mais ça fait des frais qui sont. Moi, je suis toujours la vieille école. Rationalisé quand même. Vieille école paysanne, moi, je me dis toujours, moins on dépense, mieux on se porte, quoi. Bon, après, c'est mon avis. Hein. Il y a une marge de progression, en tout cas. Voilà. Ok. Et puis, il y a Marie, tu as levé la main quand on parlait des stations, je crois. Oui, je me demandais ce que c'était du coup comme sonde qui était utilisée, si c'est pas... Parce que vous devez avoir donc les stations météo classiques Sencrop qui peuvent être baissées pour le gel, voilà. Mais du coup, c'est quoi comme sonde? C'est aussi des Sencrop, c'est autre chose? Nous, c'est une sonde. Alors, honnêtement, la sonde, je ne sais pas ce que c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un de Chablis là, qui a développé ces sondes-là il y a très très longtemps. Parce que nous, vu que sur Chablis, on était effectivement. Déjà, nous, l'aspersion, on avait déjà ces sondes-là en fait, parce nous, on protège depuis toujours à Chablis. Donc, en fait, on s'est aperçu que les sondes Syncrop, en tout cas, ils étaient pas. Il y a une différence, quoi. Il y a un delta. Donc, ça veut dire que. Il y a un delta qui est en moins de 0,5 degrés, donc 0,5 degrés, en fait, on peut tout perdre, quoi, si vous voulez. Oui. Nous, on ne fait pas confiance aux sondes Syncrop. Après, si vous voulez les coordonnées de la personne qui a développé notre secteur, mais pas que nous, hein, sur Chablis, là, je pense qu'il a 350 sondes, hein, ce monsieur-là. Je sais qu'il en fait aussi sur Beaune. On vous donnera les coordonnées avec plaisir. Hein. Volontiers. Merci. Ok, merci. Oui, le mode d'emploi des tours, alors là, c'est pareil, je ne vais pas être experte. On en a peut-être parlé un peu juste avant, d'ailleurs. Là, si tu veux, je peux prendre la parole. En fait, donc, le mode d'emploi, en fait, je pense que là, on a des gens qui sont à côté, qui sont connectés, c'est des viticulteurs. Donc, en fait, le mode d'emploi d'une tour, c'est d'aller chercher l'air chaud qui se trouve en hauteur pour le redescendre, pour le rabattre au sol, puisque, en fait, l'air froid, on sait que l'air froid, c'est comme dans son frigo, hein, il fait plus froid en bas qu'en haut. Donc l'air froid est en bas et du coup
ce qu'on va chercher, c'est l'air chaud, et puis en même temps, c'est de brasser l'air, c'est-à-dire que l'air froid monte. Donc, et si en plus vous avez une source de chaleur au pied de la tour, en fait, vous allez chercher cet air chaud. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on a la fameuse gelée noire, il n'y a pas d'air chaud en hauteur. Donc là, en fait, il faut fabriquer de l'air chaud. C'est là l'intérêt de la chaudière, du coup. C'est l'intérêt de la chaudière. Appelé, oui. Parce que sinon, nous, on l'a vu. Parce qu'en fait, en haut de la tour, il y a des thermomètres. Et on le voit souvent, il y a facilement 2 degrés d'écart entre le haut de la tour et le bas. Naturellement, je dirais. Et la tour, elle fait combien de mètres de haut? Elle fait 11 mètres de haut, en fait. 11 mètres, ouais. Elle fait 11 mètres à l'axe. Et les pales font, je crois, de mémoire 3 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, en haut de la pale, on est à 14 mètres. Quoi. Sur 13 mètres. Ça, j'en suis sûr, à 13 mètres, je suis sûr de moi. Mais je dirais 14 mètres. Ok. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, on consomme par nuit entre 500 et 800 kilos de pelés par tour. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle parce qu'au début, on nous avait annoncé beaucoup plus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc oui, les résultats de la lutte, 220 hectares de vignes, donc des récoltes préservées. Et on a eu un retour d'un viticulteur qui nous a dit que ça a quand même diminué ses frais d'assurance, que c'est une espèce de garantie pour les banques et que ça peut potentiellement faciliter la reprise des domaines aujourd'hui de plus en plus concernés par les aléas climatiques quand même. À nous, ce qui est sûr, c'est qu'en 2024, on a eu du gel et on a vu vraiment l'efficacité des tours. Moi, il y a même un adhérent, tu connais bien, un des présidents, moi, qui m'a remercié, qui m'a même appelé. J'étais content parce que voilà, j'étais à l'initiative du projet. Il m'a remercié en disant si on n'avait pas eu les tours, j'aurais tout perdu. Bon, après, il a perdu pas mal de récoltes parce qu'on a eu en 2024 beaucoup de mildiou. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, l'efficacité nous a été prouvée en 2024. Parce que voilà, en bordure, il y avait un petit trou entre 2 tours parce qu'on n'allait pas mettre une tour juste pour vraiment quadriller près. Donc on savait que par rapport au plan qui avait été effectué au départ par le vendeur de tours, on savait qu'il y avait des endroits où il y avait des trous et dans les trous, c'était gelé, quoi. Sachant qu'en plus dans le projet, vous avez surmaillé, vous avez mis plus de tours que préconisé. Ouais, parce qu'en fait, à l'époque, ce constructeur-là disait qu'en fait, on pouvait mettre une tour pour 6 hectares, mais nous, on n'y croyait pas. Comme tous les vendeurs, de toute façon, c'est des marchands de tapis. Donc, nous, voilà, on a quadrillé, on est plutôt passé à 4 hectares, 20 ou et demi, quoi. On est plutôt 4 hectares et demi, oui, ça dit quelque chose. On est précisément plutôt à 4,2, mais bon, c'est pas grave, 4,2, 4,5. Alors après, on voulait encore même plus densifier. Mais en fait, après, ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas parce qu'il y aurait eu des interférences entre chaque tour, en fait, en les mettant trop près. Donc là, on est vraiment... à l'optimal. Ouais, à l'optimal, c'est ça. Ok. Donc, mais par contre, ne pas hésiter à... je veux dire, s'il y a un projet qui doit se faire, ne pas hésiter à plus serrer que ce que le constructeur va dire. Parce que sinon, je pense qu'il y aura des trous, quoi. Et il y aura du coup des gens qui seront mécontents. Et pour vous, c'était vraiment nécessaire ce surmaillage? Ouais, nous on voulait de toute façon que ça soit plus efficace. Bon, on a la chance aussi de s'appeler Chablis, que le vin se porte bien et se vend bien, il faut quand même le dire. Non, aussi. Voilà, il faut le dire. Et donc, nous, on voulait être sûr d'être le plus efficace possible. On sait très bien que les tours, c'est pas du 100%, c'est pas de l'aspersion, c'est pas des câbles chauffants, mais on voulait se donner les moyens d'être le plus efficace possible, on va dire. Et pour l'instant, on est content. Et alors, puisqu'on parle de maillage, est-ce que vous avez eu le cas d'un viticulteur qui aurait des parcelles au milieu et qui n'était pas forcément partant pour faire partie de l'ACUMA et du collectif qui finance finalement parce que... Non, mais je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a des gens qui n'étaient pas forcément partants, mais qui ont quand même suivi parce qu'ils se sont dit, de toute façon, allez, vous savez, quand vous faites un projet commun, il y a toujours des réfractaires, mais ils ont quand même adhéré et payé, on va dire. Donc ça, c'est la bonne chose. Après, nous, on a la chance, c'est que dans tout le maillage, on en a un qui ne paye pas, mais il n'a qu'un hectare sur les 225. Donc ça ne porte pas trop préjudice. C'est sûr que quand vous faites un maillage comme ça, puis que si vous avez 10 hectares au milieu que les gars ne veulent pas payer,
Ça, c'est un problème. Et nous, c'est ça qu'on avait peur au début, c'est de se dire s'il y a trop de gens qui ne payent pas au milieu, ça va être problématique. Après, suite au gel de 2024, on a quand même vu qu'il y avait des choses à améliorer. Bon, moi, je suis plutôt expert dans le gel, donc je le rabâchais. Mathilde, elle le sait, je l'ai encore rabâché l'an dernier. Ce coup-ci, ça a été acté par tout le monde. Et... Oui. En fait, les tours fonctionnent. Il faut déclencher les tours par rapport à des thermomètres négatifs. Alors là, on rentre vraiment dans du technique. Dans le technique. Il faut regarder l'humidité qu'il y a dans l'air. Donc, et en fait, certains, dont un président, n'en tenaient pas forcément compte. Et en 2024, il y a certains secteurs qui ont été déclenchés trop tard. Moi, j'avais constaté sur une parcelle d'un voisin à moi où j'avais mis un thermomètre, mais sans rien dire, parce que moi, je fais toujours des trucs, des fois sans rien dire, pour voir ce qui se passe réellement. Et en fait, on était déjà à moins 0,5 à l'humide, et en fait, on était à plus 2 au sec. Et donc, du coup, la vigne a gelé chez ce viticulteur-là. Et moi, c'est déjà 2 ans que je rabâchais qu'il fallait regarder l'humide, mais en fait, on ne me croyait pas. Mais moi, avec le noyau dur, tout le monde nous disait qu'il faut regarder l'humide. Et en fait, tout le monde disait mais non, c'est de la connerie. Et en fait, maintenant, depuis l'an dernier, c'est acté que maintenant, on regarde les thermomètres humides, mais pas les thermomètres secs. Oui, c'est quelque chose d'assez nouveau quand même dans les. À nous, avec l'expertion, on regarde toujours l'humide parce que ça, on le savait. Mais les gens, ils pensaient qu'avec les tours, c'était différent. Et non, en fait, et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Donc, je dis à tous ceux qui sont là ce soir, cet après-midi, ceux de Champagne nous l'avaient dit, en fait, l'efficacité des tours, c'est d'assécher. C'est ça qui va surtout faire l'efficacité de vos tours, c'est d'assécher l'air ambiant. Et donc, si vous asséchez, vous allez avoir un meilleur résultat. Donc, il ne faut pas hésiter à allumer plus tôt que trop tard. Mais comme beaucoup de procédés, en fait, il faut anticiper, quoi. Et nous, en 2024, on a quand même un vigneron qui a perdu gros parce que, justement, on n'a pas respecté ce fameux thermomètre humide, quoi. On a déclenché trop tard. Et du coup, on a fait plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on y a même fait geler toute la ligne, quoi. Puisque là, c'était grillé à 100%. Il faut quand même le dire, il y a eu un secteur, alors ça représentait que 2,5 hectares, mais le gars, on avait 1,5 hectare, dans les 2,5 hectares, il n'était pas très content. Mais après, il n'a pas quitté le groupe. Il a dit, je comprends que c'était tout nouveau. Oui, voilà. Il est plâtre aussi, mais par contre, moi, je le savais, ça. Et je le disais depuis le début qu'il fallait faire attention à ça. Là, on a un petit zoom sur les coûts de revient. Est-ce que tu as des commentaires? Donc, globalement, les charges, vous les aviez un peu surestimées de souvenirs dans votre projet initial. En fait, en fait, il y a 2 choses qu'on avait un peu sous-estimées au départ. Alors, il y a peut-être des choses qu'on a surestimées, mais il y a des choses qu'on avait sous-estimées. C'était effectivement l'assurance qui était un peu sous-estimée au départ. On ne pensait pas que ça coûterait si cher. Après, il y avait aussi, parce que nous, des fois, on n'est pas comptable. En tout cas, quand on est par rapport à une CUMA, par rapport à une société, c'était l'amortissement, tu sais, oui, des contributions foncières. Mais ça, après, on va le retrouver parce qu'on sait très bien qu'à terme, sur les 4 CUMA, on aura 600 000 euros dans 15 ans qu'on aura à disposer, quoi, en fait. Que là, on est obligé de demander plus, quoi, en fait. Mathilde, l'histoire. Bon, après, ça ne choque personne. On est à peu près dans les clous. On avait annoncé en gros, ça nous coûterait 1 000 euros par hectare et on est dans cette fourchette-là par an. Et après, il y a juste le consommable du pelé qui peut faire changer la donne chaque année. Voilà. Et il y avait eu des casses au début de tour et tout, ça a impacté le prix, tout ça? Alors maintenant, on sait pourquoi. En fait, au départ, parce qu'en fait, celui-là qui nous a vendu les tours pour faire des économies, bien sûr, sur sa cam, il a dit je vais débaucher les fabricants de pales et puis je vais faire mes pales moi-même. Sauf que des pales, c'est comme des pales hélicoptères, donc c'est plutôt une technologie précise et minutieuse. Et en fait, nous, les tours, les pales n'étaient pas forcément bien faites ou bien équilibrées. Ce qui faisait vibrer les tours, ce qui a engendré des problèmes techniques au niveau, on a eu des cardans cassés. Par contre, l'an dernier, il y a déjà eu... Et ça vous a beaucoup impacté les prix, tout ça, ou pas? Non, parce que tout a été pris en charge par le fournisseur. Ok. Donc, par contre, la première année... Voilà, donc du coup, on a eu 25... L'an dernier, on a eu 25, je crois, pales ou je ne sais plus combien de changés. Et puis là, cette année, ils changent les dernières qui sont... Parce que l'an dernier, ils n'ont pas pu tout changer, mais là, ils changent les dernières qui ne fonctionnent pas très bien. Et depuis que tout a été changé, on n'a plus de problème, quoi. De vibration, on n'a plus de problème de technique. Donc là, on est plutôt de plus en plus serein, en fait. Mais pendant 2 ans, ça a été compliqué. Il faut dire que ça a été compliqué.
En plus, on était juste derrière le Covid, donc les livraisons en retard. Bref, il y a eu beaucoup de choses. Un C'est gros vrai. projet, un très gros projet quand même, 52 tours, voilà, c'est énorme. Anthony, tu voulais poser une question? Je... Bah, pas forcément. J'ai vu que Camille voulait poser une question. Non, mais moi, c'était juste que je regardais les chiffres. Si je regarderais comme ça, nous, c'est vrai qu'effectivement, nous, bon, on a dit 18 CUMA et puis 420 tours en région centre. Là, moi, j'arrive à leur faire prendre 1 000 € de l'hectare en part sociale, c'est jamais évident. Ouais. Ouais, savoir combien de temps est l'engagement au niveau de la CUMA et puis s'il y a du coup, est-ce qu'il y a d'autres vitiers autour qui veulent agrandir le périmètre couvert et est-ce qu'il y a d'autres projets d'étendre la zone couverte avec de nouvelles tours? Il n'y a pas de projet d'extension pour moi. Non, alors moi je me rappelais plus si l'engagement, si c'était 15 ou 20 ans. C'est pour ça que j'allais te laisser parler, Mathilde, mais Je regarde la durée d'amortissement là. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, en fait, non, il n'y aura pas d'extension parce que tout est couvert. Nous, on a couvert tout le village, donc on peut plus. Oui. Donc nous, non, on ne s'est pas posé de questions, on a couvert tout. Oui, directement, vous avez réussi à convaincre tout le territoire en fait. C'est ça. Ouais, Nous, donc il n'y a qu'un hectare qui ne paye pas, quoi. Comment? Il n'y a qu'un seul hectare qui résiste et qui ne veut pas adhérer. Ouais, puis après, il y avait une personne extérieure qui était en périphérique, mais qu'on a été chercher quand même. On ne voulait pas le mettre de côté, qui avait peut-être 3-4 hectares. Lui, il n'a pas voulu rentrer dans le projet. D'ailleurs, je ne sais pas trop pour quelle raison, si c'était le coût financier, si c'était parce qu'il ne croyait peut-être pas au système. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Nous, par contre, c'était bien parce que ça nous arrangeait bien, parce que sinon, il aurait fallu qu'on mette une tour de plus. Donc, nous, ça nous a bien arrangé qu'il ne rentre pas, honnêtement. Bon, sauf que en 24, il n'a pas fait un hecto de vin. Donc là, par contre, il regrette. Hein. Parce que à côté, c'était beau et lui, c'était mort. Donc, je peux dire que là, maintenant, il dit qu'il aimerait bien rentrer. Alors, maintenant, il aimerait peut-être rentrer, mais nous, maintenant, d'aller étendre, surtout qu'à l'époque, il nous a dit non, quoi. Donc, c'est compliqué d'aller le chercher maintenant, quoi. Là, c'est 20 ans d'amortissement, donc on a dû partir pareil en engagement. D'accord. Ah oui, ça c'est sûr. Si c'est 20 ans d'amortissement, les engagements, ça veut dire que c'est 20 ans. De toute façon, c'est des tours fixes. Hein. C'est l'avantage et l'inconvénient. Une fois qu'elles sont là, vous êtes engagés. Mais nous, on a couvert tout le village. Donc maintenant, à part celui-là qui avait refusé à l'époque, mais on n'a pas d'extension. Il n'y a plus d'extension possible, quoi. D'accord. Merci. Oui, donc il y a eu quelques difficultés d'en rencontrer. Donc on en a parlé, hein, l'adhésion de l'ensemble des domaines. La gestion des tours, c'est ce qu'on a dit aussi avec l'histoire des thermomètres secs et humides. Là, il y a eu des petits conflits. Difficulté en cas de panne au début pour côté SAV. Ouais. Ça a été compliqué, surtout par rapport aux fournisseurs, quoi. Qui était un peu... C'est RN7, votre fournisseur? Ouais, mais ils ont fait faillite, hein, donc il n'existe plus. Mais je crois que on a une cinquantaine de tours de chez eux. C'est des tours GNR de Turquie. Ils changeaient les pales au lieu de prendre des pales de chez SOA. Ils prenaient des pales je ne sais où. Et ouais, on a une cinquantaine par chez nous des RN7. Eh ben, on a eu le même souci, c'est-à-dire qu'ils avaient le même souci. Ils ont fait venir les mâts de Turquie. Et par contre, les pales, ils ont voulu les faire eux-mêmes. Et par contre, nous, maintenant, les pales ont été refaits par le fournisseur de départ, quoi, en fait. Hein. Nous, ils ont tout changé, quoi. C'est SOA? Alors là, je ne peux pas vous dire parce que maintenant, je ne m'occupe plus trop. J'étais à l'initiative du projet, mais maintenant, je m'en occupe moins, j'avoue. Mais je sais que c'est celui-là qui faisait les pales au départ, qui s'est engagé à tout changer, quoi. Mais on a eu un mailing de la FNCUMA distribué à toutes nos CUMA, justement, pour ce changement de pale. Il me semble que c'était SOA. Et par contre, je sais que RN7 a été repris. Oui. Et puis que celui-là qui faisait l'entretien chez nous, que RN7 a envoyé, qui était un employé là, de chez eux, là, qui était super d'ailleurs. Et maintenant, déjà nous, cette année, c'est lui qui vient faire l'entretien. Parce que là, c'est acté. Là, ils viennent, là, je crois, là, dans 15 jours. D'ailleurs, ils viennent commencer à refaire l'entretien cette année. Et du coup, nous, on est plutôt serein parce que en fait, ça a été repris, je crois, par une boîte sérieuse. Et puis, ils ont gardé le personnel qui était déjà très compétent, quoi, que nous, on connaissait, quoi. Oui. Donc là, on est plutôt serein. On est plus serein maintenant qu'on a été, quoi, on va dire.
Oui, il y a eu des débuts un petit peu compliqués avec cette histoire de liquidation et tout. Ouais. Ouais, mais bon, après, nous, c'est vrai qu'on s'est battu pour laisser faire et voilà, ça c'est plutôt. Voilà, bon, après, bien passé, on va dire. Quoi. Oui. Même si c'était pas toujours simple. Il y a des diapos après. Il y avait Marie qui avait levé la main. Oui. Oui, c'était par rapport justement à l'entretien. Et puis, si jamais il y a des cas de panne, ce genre de choses, je me demandais, mais vous avez répondu du coup, s'il y avait quelqu'un qui était sur place en fait dans le secteur pour venir directement ou si c'était un petit peu compliqué du coup de la situation d'entreprise. Alors nous, en fait, bonne question, puisque nous, en fait, on a acheté effectivement un RN7, mais à l'époque, RN7 avait un distributeur sur Chablis. Et du coup, le distributeur sur Chablis, quand c'est aussi pour ça qu'on est parti, en fait, chez RN7 et pas chez Auchard, là, qui en vendent beaucoup là, avec Madame Petit, je sais plus comment, Petit Jean, là, Petit. Bon, tout le Petit Lévé. Et... Madame Petit Lévé de Cheverny. Comment? C'est Madame Petit Lévé de Cheverny, c'est à côté de chez nous. C'est 80% du parc de la région centre qui est avec eux. D'accord. Et du coup, nous, on a rencontré aussi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai rencontré cette dame-là avec son mari plusieurs fois, et je pense qu'ils sont très compétents aussi, il n'y avait pas de souci, mais nous, en fait, ce qui avait fait un peu la force, c'est que RN7 s'était mis avec un distributeur sur Chablis, donc qui est à 8 km de chez nous, et il s'était engagé à mettre en permanence la nuit, les nuits de gel, de mettre des gens en astreinte. En restreinte. En dépannage, oui. En astreinte. Donc, du coup, ça, c'était un plus, quoi, parce qu'on s'est dit, s'il y a des pannes, et puis nous, pour du coup, on a quand même eu, parce qu'effectivement, avec RN7 qui avait fait un peu des bêtises par rapport aux pales et tout ça, et du coup, nous, on avait quand même les gens de Chablis qui étaient en astreinte, de chez notre distributeur, qui venaient la nuit, quoi. Donc ça, c'était un plus. Et puis, si la nuit, il y avait quelque chose qui déconnait, en tout cas, il réparait dans la journée pour que la nuit d'après, ça refonctionne. Donc ça, c'était quand même un plus, parce que effectivement, la dame là de Cheverny, elle c'est bien. Je ne la critique pas, elle était très compétente aussi. Attention, je ne remets pas en cause. Mais tu te dis, s'il y a un problème, demain, déjà de faire la route, c'est un peu plus compliqué. Nous, ce qu'on avait vu, c'était aussi ce côté-là de dire, on a quelqu'un de Chablis qui peut venir intervenir de suite s'il y a un problème, quoi. Et puis après, ce qu'on a négocié avec nos distributeurs, c'est que si on avait une tour en panne, ce qui peut arriver, c'est que nous, tous les ans, on a 2 tours mobiles à disposition. C'est-à-dire que si on a une tour qui est en panne, on met deux petites tours mobiles à la place de la grosse tour. Si dans celle qui est en panne, on lui met deux petites tours pour compenser celle qui est en panne, quoi. Oui, c'est ça qui a pesé aussi dans la décision au début, quoi. Et ça, l'an dernier, il y en a une qui a dû encore tomber en panne, parce qu'il y a encore quelques tours qui... Je vous dis, les pales ne sont pas changées. Et l'an dernier, on a mis les 2 tours mobiles à la place de la grosse pour assurer la protection des gens qui avaient des vignes, des adhérents, quoi. Oui, quand même. Ok. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une bonne question et que c'est à prendre en compte, quoi. D'avoir quelqu'un qui est quand même sur place, c'est pas négligeable, quoi. Oui, donc dans les petites astuces à retenir, il y avait l'amélioration de la communication, quoi. Mais bon, c'est quand même un projet qui a été très bien tenu du début à la fin, qui a abouti, quoi. Dans l'ensemble, oui, moi je suis plutôt satisfait, oui. Et j'ai une autre question. Au niveau justement communication, ça me fait penser au fait que il y a les riverains aussi qui parfois, il y a quand même des petits soucis parce qu'il n'y a pas forcément trop de compréhension de leur part. Et comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un secteur où il y a quand même pas mal de maisons? Pas du tout, et vous êtes hyper éloigné du coup de tout le monde. Enfin, comment ça a été par rapport à ça? Parce que c'est un projet d'ampleur quand même, et c'est vrai que des fois c'est pas forcément facile à faire accepter. Là, vous voulez que je vous fasse une réponse dominante et politique, ou je vous fais une réponse non, la vérité. de viticulteur, je vous fais une réponse de viticulteur. Non, puis le village est en dessous et c'est un petit village et qui est très viticole quand même. Donc je pense qu'il y a une bonne partie de la population impliquée au niveau personnel, quoi, dans le viticole. Non. Faux. Ok. Oui, donc ça a été compliqué, mais bon, ça s'est fait quand même. Et... Ça, c'est fini. Ça, c'est ce que tu pensais il y a 40 ans. Non, alors maintenant, il n'y a pas que des réfractaires, bien sûr. Oui. Mais bon. On a eu, alors voilà, je vais dire les chiffres réels. On est un village de à peu près 820 ou 830 habitants, je ne sais plus trop, à 10 près. En tout cas, et puis on est 12 viticulteurs. Alors vous voyez,
Ah oui. C'est pas ce qui représente le plus le village. Et puis, je dirais qu'on est un village plutôt dortoir, c'est-à-dire que les gens vont travailler à la ville d'Auxerre, qui est à 20 km et qui est la plus grosse ville de. Voilà. Après, il y en a qui travaillent dans les villes, bien sûr, mais c'est pas l'essentiel. Après, je pense qu'il y en a qui en avaient plutôt rien à faire. Je veux dire, voilà. Nous, après, je sais que. Puisque moi, j'étais à l'initiative du projet au tout départ, donc je sais que quand les bruits ont commencé à courir, qu'il y avait un projet de tour antigel, la mairie de Maligny a voulu organiser une réunion avec tous les villageois. Moi, j'ai dit que c'était un projet privé, et puis que de toute façon, on n'a pas besoin d'autorisation. On n'avait pas besoin d'autorisation comme des éoliennes qui fabriquent de l'électricité, puisqu'en fait, on ne dépasse pas les 11 mètres, donc j'ai dit qu'on n'en avait rien à branler. Et puis j'ai dit que de toute façon, ce qui apportait la moitié, précisément, parce que moi je ne suis pas conseiller municipal, hein, mais j'assiste de temps en temps aux réunions, et au conseil municipal, ce qui apporte 54% du budget de la commune de Maligny, c'est les vignes. Donc j'avais dit de toute façon, on n'a rien à foutre, on fera notre projet, vous ne nous emmerdez pas. Voilà, ça s'est passé comme ça, en force. Mais après, ils ont eu des lettres de pétition. Hein, bon, ils en ont eu 6 ou 8 sur les 800 habitants. Hein, donc, oui, donc globalement, oui, voilà. Après, il faut savoir que les tours, l'an dernier, ils ont dû tourner 3 fois, l'année d'avant, ils ont tourné 4 fois, et puis l'année dernière, 5 fois. Donc, c'est pas non plus. Elles ne tournent pas tous les jours. Hein. Ouais, non, mais c'est ça aussi. C'est pour ça, il faut essayer aussi de faire comprendre qu'elles ne tournent pas non plus tout le temps, tous les jours de l'année, mais que d'un autre côté, c'est ce qui peut sauver complètement la récolte. Donc, en fait, mais c'est peut-être savoir un petit peu ce que c'était l'approche. Moi, je dirais que parce que le but de la réunion, c'est bien parce qu'il y a un projet qui est en cours, c'est bien ça, non? Non, c'est de présenter largement les possibilités. On a eu des demandes avec Marie. Nous, on suivait une CUMA en Saône-et-Loire qui avait peut-être un projet. Mais je pense que du fait de la situation économique en ce moment dans le vignoble, ça c'est un peu tari, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Il y avait un projet qui était en réflexion. Et en fait, oui, au vu de la valorisation pour le moment et de ce qui se passe au niveau du marché, ça sera revu à plus tard. Ils le gardent en tête, mais ils ne sont pas prêts pour le moment. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez faire une réunion publique. C'est sûr, c'est peut-être toujours mieux. Nous après, effectivement, Maligny. Après, moi, on en a parlé avec les 4 présidents, ou du moins les 4 qui allaient être présidents de CUMA. On a dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une réunion publique? Nous, on a dit non. Je crois qu'on était 3 contre 2. Il y en avait qui voulaient dire, ouais, on fait ou 4 contre 1. Il y en a un qui voulait faire une réunion quand même publique. Les autres ont dit non, on n'a pas de réunion publique à faire. C'est un projet privé. Et il n'y a pas d'obligation réglementaire. On savait très bien qu'il y aurait. De toute façon, dès que vous faites une réunion, publique, il faut savoir que ce jour-là, les gens qui vont venir, c'est tous les contre. Hein. Ce n'est pas ceux qui sont d'accord avec vous. Hein. Forcément, les gens qui sont d'accord, ils s'en foutent et donc ils ne vont pas venir. Donc vous allez avoir tous les comptes ce soir-là. Donc du coup, nous on s'est dit, de toute façon, c'est pour avoir tous les comptes. Moi, probablement des gens que j'ai envie de leur foutre une claque dans la gueule. Moi, je suis cru, hein, mais donc j'ai dit, moi, de toute façon, voilà. Donc du coup, on s'était vu, on s'était parlé comme ça. On a dit effectivement, de toute façon, les réfractaires, on les connaît, c'est toujours les mêmes, c'est toujours ceux qui sont contre tout. Donc c'est toujours les 7-8 mêmes à Maligny. Donc on a dit, nous, de toute façon, en gros, je vais faire simple, on les emmerde, on passe en force, et puis quand on passe en force. De toute façon, ils ne pouvaient pas vous empêcher de passer, donc on fait notre projet. Oui. Voilà. Donc on l'a fait. Le maire, tous les ans, dès que les tours se déclenchent la première nuit, le lendemain, il y en a qui viennent à la mairie se plaindre, ou il reçoit un mail, et puis c'est toujours les 8 mêmes, et puis ça sera les 8 mêmes tant qu'ils ne seront pas morts, et puis c'est tout. Moi, vous savez, je suis pragmatique. Hein. Il y a d'autres questions ou pas avant qu'on clôture, comme on a débordé dans le temps déjà? Oui, j'aurais juste une question. Est-ce que vous avez un arrêté préfectoral justement pour ne pas être embêté par les nuisances agricoles occasionnées? Ouais. Vous l'avez aussi dans votre région? Oui, le préfet a signé comme quoi on avait autorisation de... Et c'est marqué que c'est bien sûr en utilisation en cas de gel, c'est pas pour utiliser tous les jours. Voilà, c'est marqué que en cas de gel, les tours sont autorisées à tourner, et puis voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de. Vous êtes protégé là-dessus, quoi. Oui, mais ça a été signé. En fait, la première chose qu'on a, avant de faire le projet, c'est la première chose qu'on a fait, c'est demander au préfet s'il était d'accord, et puis il a été d'accord tout de suite, quoi. Ok. De toute façon, nous, l'économie du département. Nous, vous enlevez Chablis dans le département, et je peux dire que le département, il va moins bien. Hein.
Et dernière question, moi je me posais la question au niveau du CIVB là, enfin de la gestion des appellations, comme c'est une tour fixe, ça aussi ils n'ont pas posé de problème? Non, pas du tout. Non? Ok. Bah, vous savez, nous, de toute façon, autour de Chablis, on a peut-être bien 80 tours pour faire des Il y a électricités qui font il y a les 250 éoliennes, ouais, tours. c'est vrai. Alors, vous allez quand même pas nous emmerder avec des tours de 10 mètres. Hein. Oui, non, parce que je me dis peut-être qu'en Côte d'Or, là où on est sur la zone UNESCO, maintenant, ils n'auraient peut-être pas l'autorisation au niveau du paysage de Mais vous savez, en mettre. Saint-Émilion, qui est Saint-Émilion, c'est aussi peut-être pas pire que la Côte d'Or, mais Saint-Émilion, parce que c'est le village et l'appellation qui est. Parce que c'est aussi l'appellation hein, qui est au patrimoine de l'UNESCO. Et à Saint-Émilion, ils ont des tours, sauf qu'eux, ils ont pris des tours, alors ça coûte plus cher, mais eux, ils ont pris des tours qui se replient. C'est-à-dire qu'une fois le gel passé. Oui, ils peuvent cacher ça. Ah, d'accord. Le Bah, mât, Une insertion paysagère, quoi. Voilà. En Charente aussi, ils en ont pris 100 comme ça. Et nous, en Val-de-Loire, on est patrimoine mondial, mais à part quand il y a la Loire à vélo, c'est des tours mobiles qu'on met. Sinon, nous, c'est que des fixes qui sont. On a 420 tours et qui sont non repliables. Quoi. De 11 mètres, pareil, comme ça? Ouais, de 11 mètres, parce que comme Ok. ça, on est en dessous des 12 mètres pour la. Bah oui, non, mais c'est logique. Ouais. Ok. Pour le permis de construire. Hein. Et nous, les réunions, on ne les a pas fait avant. Par contre, on a eu des collectifs qui ont saboté des tours. Pas loin de la ville de Tours, bah, c'est très urbain sur Vouvray. Vouvray-Montlouis, on a eu des groupes tronçonneuses, on a eu des collectifs qui sont créés. Mais par contre, oui, on ne parle pas du projet avant. Parce que si on parle avant, on a eu le cas de l'aspersion, on a eu étude impact de l'eau et compagnie, parce qu'avec l'aspersion, on n'était pas en autorisation, on n'était pas en déclaration, mais en autorisation préfectorale. Ça a coûté 80 000 € et la CUMA, elle a mis 4 ans avant d'avoir sa première goutte d'aspersion. Donc c'est vrai que 80 000 € d'études? l'étude d'impact, oui. Oh là. Et c'est vrai qu'on veut essayer de faire les choses bien, mais quand on fait trop bien, on s'aperçoit que c'est trop compliqué. Oui. Et l'aspersion, Anthony, c'était où? C'était à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, dans le projet Oui, ou ailleurs? Saint-Nicolas de Bourgueil et Savignon-Véron. Ouais. Bah, c'est le même coin. Parce qu'il m'en avait parlé, monsieur Olivier. Oui, Patrick Olivier, oui. Parce que moi, j'avais monsieur Olivier, du coup, pour les tours. J'ai été le voir avec le noyau dur, là, et puis lui, d'ailleurs, en 2000, je ne sais plus quelle année, il s'était fait avoir avec son aspersion, parce que lui avait fait un petit projet d'aspersion, et puis il nous avait parlé, parce que je me rappelle du 80 000 €. Il dit, on est en train de faire une étude, et ça va déjà nous coûter 80 000 € l'aspersion. Ouais, bah, c'est là-bas, ouais. Et lui, il s'était fait avoir parce qu'il ne savait pas que l'aspersion, il faut déclencher aussi à l'humide, quoi, en fait. Il ne savait pas. Donc, on lui a dit l'aspersion, c'est à l'humide aussi, quoi. D'accord. Ouais, non, mais oui, mais maintenant, c'est des mèches humides, quoi. Mais c'est vrai que c'est plutôt récent. Avant, c'était sur les températures sèches. Mais non, il faut vraiment travailler avec des températures humides. Mais c'est un discours, c'est assez récent qu'on entend parler de ça. Ah ben non, mais nous à l'humide, on a toujours travaillé. Mais nous, l'aspersion, nous, à Maligny, on est là depuis 73. Donc, on est plutôt experts. Et donc, moi, je l'avais dit à monsieur Olivier, là, j'avais dit, mais non, mais est-ce on lui a parlé de thermomètre humide, il ne savait même pas que ça existait, en gros. Et alors après, on a discuté de technique avec lui, puis il était super sympa. Comme vous, d'ailleurs, je ne vous connais pas, mais voilà, entre collègues. Et quand on lui a parlé de ça, mais nous, on déclenche toujours au thermomètre humide, parce que des fois, vous allez avoir 3-4 degrés de différence entre l'humide et le sec. Hein. Et puisque, en fait, si vous déclenchez au sec et qu'à l'humide, vous êtes déjà négatif, le problème, c'est que vous envoyez de l'eau qui fait geler tout de suite, immédiatement. Et c'est pour ça qu'il faut déclarer à l'humide. Il faut déclencher à l'humide, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On laisse parler tout le monde qui veulent. Non, bon, on a bien dépassé déjà, donc on va clôturer. Ouais, remercier Marie et Jean-François pour leur intervention. Oui, merci beaucoup à vous. Et puis, si vous voulez revoir ou diffuser ce webinaire, il sera disponible sur notre chaîne YouTube, je crois. Oui. Ou sur notre site internet. Voilà. Ok, parfait. Bon week-end à vous tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.